Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode Les Héros de la Vente. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Maxime Blot. Maxime, salut. Salut Alexandre, Ça va? ça va très bien, très heureux d'être là à Toulouse avec toi. Ouais, bah écoute, merci de venir dans notre tout nouveau studio de Ouais. podcast qu'on a créé il y a quelques jours. On a fait l'inauguration il y a quelques jours. Donc Pastel Studio pour les Toulousains qui veulent, ou les autres qui veulent venir enregistrer ici Je suis à notre bordelais, place. tu m'as quand même accepté finalement. Ouais, exactement. Bah, c'est pas trop loin. On a la Garonne pas loin, donc ça te dépayse pas. C'est clair. Donc on inaugure un peu, c'est le premier épisode des Héros de la Vente que je fais ici, j'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres. Maxime, je suis hyper content de t'accueillir parce que on a des activités qui sont un peu similaires. Tu es dans le podcast aussi, tu vas Mhm. nous raconter ça. Et tu as une particularité, c'est que tu es meilleur ouvrier de France. Oui, Alors tu vas expliquer aux auditeurs en quoi et ça bien va te sûr. permettre de te présenter. Et dans ta présentation, tu pourras expliquer aux auditeurs pourquoi aujourd'hui c'est intéressant de t'écouter dans le podcast Les Héros de la Vente. Allez, je me lance. Alors en effet, je suis podcasteur, mais ça c'est récent dans ma vie. Moi, je me présente d'abord en disant que je suis hôtelier. C'est ce que je me sens et c'est ce que j'ai commencé à faire depuis avant l'âge de 15 ans en école hôtelière. J'ai progressé là-dedans, j'ai beaucoup travaillé dans des hôtels de luxe principalement, donc du 5 étoiles et dans du palace, on pourra revenir sur la différence entre les deux, et majoritairement dans le département de la réception, donc vraiment la personne qui vous accueille quand vous rentrez dans un hôtel, donc de réceptionniste à chef de réception, en passant par des postes de nuit pendant quelques années. Donc j'ai gravi les échelons dans des hôtels de luxe. Et en fait, en 2020, quand la Covid a frappé, j'aime bien dire, j'ai quitté l'hôtel dans lequel j'étais en tant qu'hôtelier, puisque l'hôtel a fermé, et je suis revenu en tant qu'entrepreneur, puisque j'ai créé mon entreprise à ce moment-là. Mon entreprise, elle s'appelle Hospitality Insiders. Et en fait, donc, j'ai plusieurs pôles d'activité. Un pôle expertise dans lequel je fais du conseil, de l'audit, de la formation, du coaching, principalement envers une cible d'hôteliers. Donc mes anciens collègues, eh bien, aujourd'hui, sont mes clients. J'ai un pôle dans lequel j'ai le pôle média avec le podcast, qui s'appelle aussi Hospitality Insiders, qui est aujourd'hui le premier podcast hôtelier dédié à l'excellence de service. Et j'ai un troisième pôle qui est tout nouveau, qui s'appelle l'Académie Hospitality Insiders, et qui en fait est une formation en ligne avec également une communauté en ligne. Et donc ça, c'est tout nouveau. C'est quelque chose que j'essaie vraiment de développer pour créer du lien entre les collaborateurs, mais également les former, les développer, notamment gagner du temps à l'onboarding. Et au milieu de ce parcours, je suis devenu un des meilleurs ouvriers de France en 2023. Donc MOF, je pense que tout le monde connaît l'acronyme. Le col bleu, blanc, rouge, eh bien ça, ce sont les meilleurs ouvriers de France. Ouais. En fait, ce que tout le monde ne sait pas, c'est que le titre de MOF, il existe depuis une centaine d'années, en fait 100 ans précisément depuis 2024. Ça a été créé pour mettre en avant notamment l'artisanat français d'excellence. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il y a un peu plus de 200 classes métiers différentes. Souvent, on pense au MOF cuisine, parce que les cuisiniers, ce sont ceux qui ont été beaucoup médiatisés ces dernières années, notamment avec des Paul Bocuse et d'autres chefs bleu, blanc, rouge très connus. Mais il y en a dans plein de classes, beaucoup moins connues, type tonnelier, couvreur, que moi-même j'ai découvert quand j'ai passé le MOF et quand j'ai reçu ma médaille. Mais la classe réceptionniste en hôtellerie, à laquelle j'appartiens, elle n'existe que depuis 2015. Donc moi j'aime bien Ok. dire c'est une bébé classe. Et on n'est que deux à avoir le titre. Puisqu'en fait, le concours un des meilleurs ouvriers de France n'est pas un concours, mais c'est un examen. Ce qui veut dire qu'il faut avoir un niveau minimum pour avoir le titre. Et donc il y a des années où on a eu des titrés, en 2015 une seule, et depuis 2018, puisque c'est tous les 3 ans, il n'y a eu personne, et 2021 avait été décalé avec la Covid, et donc c'est arrivé à 2023, et j'étais le seul à obtenir le titre. Ok. Voilà, donc là, on n'est que deux à batailler. Et tu vois, là, il y a quelques jours, la 28e édition du meilleur ouvrier de France vient d'ouvrir. Et donc, ça y est, là, les candidatures sont ouvertes pour tous les MOF dans toutes les classes métiers. Et j'espère qu'on en aura plein dans la partie réceptionniste en hôtellerie, parce que moi, j'ai évidemment très envie que cette classe continue de grandir. Ouais, c'est une belle carte de visite, hein. J'espère qu'ils feront un MOF podcaster. Pourquoi pas? Ce serait très intéressant. Je te propose qu'on candidate ou même qu'on la crée. Ouais. Ça pourrait être intéressant. Et tu parles de belle carte de visite. Oui, très clairement, puisqu'aujourd'hui, je suis entrepreneur. Ouais. J'ai vu une différence, un avant et un après, d'un point de vue crédibilité plus que notoriété, sur ce titre de meilleur ouvrier de France. La notoriété, je l'ai eu avec mes publications, réseaux sociaux, le podcast, etc. Mais le côté crédibilité, en fait, ce bleu, blanc, rouge, c'est un label qualité. Et n'importe quelle personne en France et à l'étranger valorise ça. Et quand tu dis « je suis meilleur ouvrier de France », tout de suite, tu es positionné dans cette catégorie d'excellence.
Ok, bah écoute, merci beaucoup pour cette introduction. Moi, j'ai beaucoup aimé nos échanges pour préparer cet épisode parce que donc tu viens d'un monde finalement donc qui est l'hôtellerie, la restauration. Finalement, dans mon podcast, j'en ai quasiment pas parlé, alors que on est normalement confronté assez souvent à des gens qui vous vendent des choses dans Complètement. ces domaines-là. Et dans l'économie, aujourd'hui, le tourisme, hein, plus largement que l'hôtellerie-restauration, c'est le plus gros apporteur au PIB en France. Ah, ok, ouais. Tu vois, devant l'agriculture, Oui, c'est notamment. vrai. Et donc, en fait, on oublie que quand tu vas au restaurant tous les jours, tu participes à une économie Mm. qui est la première économie française. Et dans la plupart des pays du monde, c'est le cas aussi. Il y a très peu de pays dans le monde qui ne vivent pas du tourisme. Même les pays en guerre, d'ailleurs, ont du tourisme. Ouais, et je fais un podcast sur la vente où finalement je suis beaucoup dans le domaine du B2B, mais en plus dans le domaine de la tech beaucoup. Et on oublie finalement que les bonnes pratiques dans la vente, tu peux aussi t'inspirer d'autres domaines. Donc c'est aussi pour ça qu'on fait ces échanges. D'ailleurs, je suis passé dans ton podcast pour justement faire un peu cette cross. Amener des conseils en effet pure vente, parce que toi je pense que tu as cette expertise-là, là où moi j'ai plus l'expertise service. Donc en fait, une fois que le client est là, mais tout ce qui est avant, comment est-ce qu'on le fait venir, c'est un domaine, et moi je te l'ai dit sur mon podcast, où j'ai longtemps pas été très à l'aise en fait. Ouais. Et c'est que récemment que j'ai accepté d'utiliser le terme vente et de dire je peux aussi être un vendeur, parce que j'en ai eu besoin pour le succès de mon entreprise. C'est ça. Et c'est vrai que c'est peut-être ça qui sépare les deux mondes, mais les gens qui vont réussir à connecter les deux mondes. Donc le mien, c'est beaucoup de sujets sur la prospection, aller chercher le client. Et ton monde, c'est beaucoup de sujets sur l'accueil du client et le care du client. Et finalement, moi, dans mon monde, il y a beaucoup de gens, et j'en ai fait partie, qui, une fois qu'on a le client, on le met de côté, on s'en occupe pas, on le laisse avec le produit. Et toi, tu as aussi beaucoup de gens dans ton domaine qui attendent le chaland, quoi. Ils ont ouvert leur resto, ils attendent. Oui. Et qui pensent qu'un restaurant ou un hôtel, ça se remplit tout seul. C'est ça. Et d'ailleurs, le studio de podcast, c'est un peu la même chose. Là, je viens d'ouvrir le studio de podcast, je me rends compte que si je fais pas de prospection, surtout qu'on n'a pas de porte ouverte dans la rue, il se passera rien, quoi. Non. Donc c'est aussi intéressant de connecter ces deux mondes pour ça. Donc le sujet du jour, tu t'as tendu un peu la perche, tu l'as un peu introduit, c'est de s'inspirer de l'excellence de service dans ce monde-là. Donc c'est les aléas du direct. Et oui. Donc c'est s'inspirer de l'excellence de service du monde de l'hôtellerie, de la restauration pour la vente. Alors dans ce podcast, on parle beaucoup de vente B2B, mais là on est sur vente B2B, B2C, peu importe. Pourquoi tu voulais nous parler de ce sujet ? En fait, il y a plein de choses qui me viennent en tête. Je pense que souvent, quand on pense vente, on pense en effet chiffre d'affaires, alors que quand on pense service, on ne pense pas chiffre d'affaires. Okay. Ce qui est une qualité et un défaut. C'est-à-dire que moi, j'ai fait mon métier d'hôtelier, j'ai soigné des clients, c'est-à-dire je les ai servis, j'ai pris plaisir sans jamais penser à l'argent, tu vois. Ce qui est très positif parce que ça fait aussi revenir les clients. Je pense que c'est le meilleur moyen de les fidéliser. Par contre, à un moment, il faut aussi avoir une notion business et se rendre compte de pourquoi on fait les choses, que derrière, il y a un vrai impact sur notre activité et sur son succès. Et à l'inverse, quand j'ai échangé avec des vendeurs, moi, dans le cliché que j'en ai et dans ce que j'ai pu constater dans les différents échanges, ils oublient le fameux care dont tu parlais tout à l'heure, le côté soin de l'autre. Et de la même manière que ça ne te viendrait pas à l'esprit d'accueillir quelqu'un chez toi sans aller vers l'autre, lui ouvrir la porte, lui sourire, s'en occuper, ça ne peut pas venir à l'esprit d'aller bourriner chez quelqu'un en lui disant « Viens acheter mon produit, c'est le meilleur ». Ça ne peut pas marcher. Il y a des étapes à respecter. Et donc soigner cette première impression, notamment, je pense qu'elle est essentielle. Comment est-ce que tu t'adresses à une personne pour la première fois ? Déjà, en fonction, est-ce que tu le fais par téléphone, par email ou physiquement ? Alors moi, c'était plus facile dans mon métier parce que c'était du réceptif, donc j'accueille des gens qui viennent vers moi. Mais je pense que c'est encore plus important quand tu vas vers des personnes ou chez elles. Pourquoi pas si tu fais du porte-à-porte ou que tu vas, admettons, dans un restaurant pour vendre un produit, un service, de soigner cette impression. Donc tu vois, de voir déjà l'image que tu renvoies, le soin de
de ta prestance quelque part. Alors oui, ça peut passer par les vêtements, etc. Mais c'est aussi et surtout de la posture, le sourire que tu mets à ton visage. Est-ce qu'il est authentique? Est-ce que c'est un sourire de quelqu'un qui a vraiment envie de créer de l'échange? Est-ce que c'est un sourire forcé? Tu vois, moi, quand j'ai des clichés forts dans la tête, du vendeur sourire loup-garou avec un peu « je vais te dévorer ». Ça, je pense que pour moi, c'est l'anti-commercial en fait, en réalité. Ouais. Et il faut complètement changer ça. La façon dont tu vas serrer la main de ton prospect. Dans une poignée de main, il se passe beaucoup de choses. En fait, deux humains, quand ils sont en face de l'autre, ils vont connecter. Il y a toute la notion de quand ensuite tu vas échanger avec ton client, enfin qui à ce stade est probablement qu'un prospect, eh bien, est-ce que tu es dans une posture d'écouter pour répondre ou juste d'écouter pour comprendre? C'est pas du tout la même chose. Donc faire preuve de ce qu'on appelle l'écoute active, c'est une posture, hein, l'écoute active, et d'être dans cette empathie où tu as vraiment envie de te mettre les pieds dans les chaussures de ton client et de comprendre la douleur, puisque souvent c'est ça le sujet, c'est on a une douleur et moi je viens vous apporter une réponse qui va vous soulager de cette douleur. Et donc tu vois, d'être dans cette posture presque médicale de soins. Alors médical, il y a ce côté un peu mal, mais en tout cas, tu peux utiliser ce terme de care, de soins. Je suis là pour vous soigner, je suis là pour m'occuper de vous. Et ça, je pense que dans l'hôtellerie-restauration, c'est quelque chose que, historiquement, on fait très bien. De bien savoir écouter les personnes, créer du lien avec elles. Et ça, naturellement, c'est le meilleur moyen de vendre parce qu'une fois qu'on a connecté, eh bien, on a une relation de confiance qui se crée. Et là, ça ouvre tout le champ des possibles, finalement. Ouais, alors tu as parlé de la première impression. C'est vrai que moi, dans mon domaine, donc la vente de logiciels notamment, on fait beaucoup les rendez-vous en visio. Oui. Est-ce que tu as des petites astuces pour Bien sûr, avoir une bonne impression en visio ou Alors, il se trouve que moi, maintenant, je fais beaucoup de visio aussi, puisque mon entreprise, elle est beaucoup digitale et j'ai plus de bureau, j'ai plus d'hôtel avec Hospitality Insiders. Déjà, la qualité de la vidéo. Alors, je m'adresse à un podcasteur et on enregistre dans un studio, donc j'imagine que c'est quelque chose auquel tu es aussi sensible. Mais moi, quand tu as fait une visio avec moi, en fait, j'ouvre ma caméra, c'est filmé avec un téléphone qui filme en 4K. J'ai une bonne luminosité qui me met en avant. Encore une fois, c'est pas un sujet de dire beau ou laid, c'est se mettre en valeur pour donner une bonne image. Je m'assure d'avoir une chemise ou une veste parce que malheureusement, ça envoie aussi l'image professionnelle. Je dis malheureusement parce qu'aujourd'hui, on juge comme ça. Ouais. Tu peux mettre un jogging en dessous, c'est pas grave, on le verra pas. Mais par contre, il faut qu'en haut, il y ait cette tenue-là. Et je commence toujours par regarder la caméra en direct, alors que pourtant la caméra, elle est au-dessus de mon écran, et je souris. Ouais. C'est vrai qu'en plus, dans le monde des startups, j'ai pas mal interviewé de startups dans ce podcast, il y a eu cette tendance, peut-être qu'elle existe encore, tu vois, du commercial qui t'accueille en hoodie, parce que ça fait startup, ou en t-shirt. Et c'est vrai que des fois, tu te dis, en fait, ça vient de quoi ça? Ça vient de Mark Zuckerberg qui était tout le temps en hoodie, mais Mark Zuckerberg, il est milliardaire, donc il peut s'habiller comme il veut. Si Bien sûr. veux. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y est plus en hoodie. Non. Mais on a cette tendance où peut-être qu'on peut être un peu négligé, on n'y pense pas trop. On fait des visios avec une webcam un peu cracra, celle de l'ordi, on se dit ça va passer, de toute façon je vais montrer mon écran. Alors qu'en fait, comme tu l'as dit, si tu fais l'effort de mettre une petite lumière, une petite caméra, etc., tout de suite tu as un effet un peu waouh et tu fais vivre, j'aime bien ce terme-là, une expérience en fait à ton prospect, c'est pas juste je te présente un produit. Là, tu arrives dans mes cordes sensibles. Ouais. Pour moi, l'expérience, elle commence dès ce premier échange. Voire même avant. Bien sûr, là, on peut parler des emails. Ouais. Moi, la façon dont j'écris un email, j'ai un langage aussi bien à moi. Tu me verras jamais terminer un email par cordialement. Il n'y a rien de moins cordial qu'un cordialement, tu vois, qui est même intégré dans la signature, d'avoir quelque chose qui soit personnalisé, soit lié à l'entreprise, ou plutôt de souhaiter, plutôt que à bientôt, mettre un belle journée, belle semaine, tu vois, égayer un petit peu les différents échanges. Quand tu as le nom du client, a priori, quand on voit un email, tu l'as, c'est pas bonjour, mais c'est bonjour monsieur Vaquier ou bonjour Alexandre si on est dans une relation un peu plus B2B. Il faut être capable aussi d'ajuster le type de relation. Est-ce qu'on se tutoie ou est-ce qu'on se vouvoie? Moi, historiquement, dans mon industrie, on se vouvoie beaucoup, mais quand je m'adresse plutôt à des entreprises B2B, d'autres types de partenariats, parfois je prends la liberté de les tutoyer. Donc ça aussi, il faut faire preuve d'intelligence émotionnelle
pour être capable de comprendre et pas faire de faux pas. Moi, j'ai déjà eu des boîtes, typiquement comme tu me disais, en Woody, un jeune sorti d'école qui débarque dans l'hôtellerie-restauration, qui me dit « Hey, salut, tu vas bien, trop cool ce que tu fais. » Moi, tu m'appelles en faisant ça, rédhibitoire. Oui, ça passe pas c'est terminé. Au meilleur ouvrier de France. En fait, c'est pas moi personnellement, c'est le secteur auquel tu t'adresses à travers moi. Si tu viens en me disant « Nous, on sait faire ça, l'hôtellerie-restauration, c'est trop cool, on va mettre ça en place, tu vas voir, on va craquer le marché. » Non, en fait, mon marché, il est historique, il est un petit peu ancestral, avec plein de défauts. Moi, j'aime bien dire, c'est un peu une vieille dame avec ses vieilles habitudes, l'hôtellerie, tu vois. Donc, il faut, à une vieille dame, tu lui parles pas comme tu parles à un jeune de 20 ans. Et si tu n'as pas compris ça, eh bien, tu passes à côté d'énormes ventes potentielles et ne t'étonne pas après que ces mêmes hôteliers-restaurateurs que moi, je connais pour le coup très bien, ne te répondent pas. Et il y a plein de défauts derrière, mais je suis pas là pour dire c'est bien ou c'est mal, c'est ce secteur, il est comme ça. Et c'est essentiel de comprendre la verticale à laquelle tu t'adresses dans un cadre de vente. Ouais, alors effectivement, tu évolues dans un secteur, tu l'as dit, un peu ancestral. Pour autant, et d'ailleurs, sur les codes de ton site web, on revoit ces codes un peu du luxe, tu es en costard-cravate, etc. Oui. C'est très rare d'ailleurs pour moi d'être comme là en t-shirt basket, enregistrer un podcast, je t'avoue. Ok, intéressant. Et par contre, tu as eu des approches assez modernes parce que tu vas à la rencontre de ces gens, tu les fais passer dans un podcast. Quand on a fait une visio ensemble pour préparer l'épisode, tu avais une IA qui enregistrait l'épisode et qui envoyait le compte-rendu de la réunion. Donc, tu arrives quand même à mettre ces petites touches dans ce domaine-là. À l'inverse, est-ce que tu as aussi des touches, peut-être, tu en as parlé un peu, dont on peut s'inspirer dans tes domaines? Alors, oui, donc déjà, séparer deux choses, il y a mon secteur et moi. Oui. C'est-à-dire que le secteur, il est ancestral. J'ose croire que je ne suis pas encore ancestral. Pas encore. Et moi, j'aime bien aussi casser les codes. Mais c'est pas la même chose de casser les codes quand on les maîtrise, plutôt que d'arriver extérieur en disant « Ouais, bah, de toute façon, moi, je fais à ma manière et ça passe ou ça casse. » Dans mon secteur, ça passe pas. Ouais, et c'est vrai que des fois, on se dit « Ok, je suis une start-up, je vais démarcher les grands groupes. » Mais comme je suis la start-up, je reste en t-shirt, hoodie, je reste avec un langage un peu de Jones, et en fait, on se met un peu des bâtons dans les roues, parce que dans les grands groupes, il y a des gens qui... Je pense que tu vas pas me démentir, mais dans la vente, en fait, on accroche beaucoup plus à une personne qui nous ressemble. Donc, moi, tu parlais de costard-cravate, je mets un costard-cravate quand je vais dans un 5 étoiles et un palace, je me pose même pas la question, c'est évident. Par contre, quand je vais dans un établissement, peut-être 4 étoiles ou plus lifestyle, donc plus décontracté, je mets pas la cravate. Je peux aussi faire tomber la veste et changer mes chaussures de ville pour des sneakers. Adapter ça. Et encore une fois, on parle de style vestimentaire et je suis pas là pour faire un cours de mode, mais malheureusement, cette première impression, elle est basée là-dessus, puisque ce sont les seuls éléments qu'à ce stade, on a pour me juger. Et tu vois, on dit souvent, on juge pas son livre à sa couverture, ou tu vois, l'habit fait pas le moine, mais comment tu sais que le moine, c'est un moine si tu ne vois pas son habit ? Ouais. Mais tu sais, j'ai fait 180 épisodes sur la vente et je me rends compte finalement, j'ai jamais parlé de vêtements. Alors que tu peux te dire, comme tu l'as dit, la première impression, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, si la première impression est bonne, tu as 80% de chances de plus de closer. Oui, et en fait, la première impression, c'est un connecteur. Et tout ce qui va se passer derrière va soit confirmer ou infirmer cette fameuse première impression. Mais quand la première impression, elle est mauvaise, c'est dur de sors les rames pour derrière changer ça. Et moi, je le vois avec des clients qui rentrent dans des hôtels quand ils sont mal accueillis dès le début. Parce que la personne n'est pas disponible à la porte pour les aider avec ses bagages. Parce que le réceptionniste n'est pas disponible. Parce qu'il n'y a pas de sourire. Et on est dans du 5 étoiles avec des clients qui payent plusieurs centaines d'euros leur nuitée. Mais derrière, tu peux t'assurer que le client, il va soit t'en mettre plein la tronche, soit passer un mauvais moment et faire la tête. Et toi, tu vas pas comprendre. Tu vas dire, oui, mais je comprends pas. Moi, j'ai fait tous mes standards. Bah oui, mais t'as pas vu ce que lui, il a vu. Ce que le client a reçu dans les 10 premières secondes, c'est pas de sourire, on me montre que je ne suis pas le bienvenu, ou plutôt on ne me montre pas que je suis le bienvenu. Ce qui n'est pas exactement la même chose, mais qui finalement, dans la perception du client, peut revenir au même. Et là, on rentre dans une pratique qui, moi, est un peu ma cam, c'est l'analyse de pratique comportementale, les soft skills. Alors en visio, c'est facile, tu appuies sur un bouton, ça enregistre tout. Mais j'imagine que dans ton domaine, on peut faire des mises en situation, des jeux de rôle. Alors, on ne va pas filmer le client pour des aspects légaux,
Ouais. Mais on peut quand même s'entraîner à avoir les bons savoir-être. Moi, je l'ai fait pratiquer, donc Ok. je fais beaucoup de formations, et je l'ai fait pratiquer en jeu de rôle, soit dans une salle, soit sur le lieu de travail s'il n'y a pas de clients. Typiquement, quand on fait des pré-ouvertures pour les saisons, tu vois, j'arrive, on est au mois d'avril et l'établissement va ouvrir à Saint-Tropez dans 3 semaines. Eh bien, je suis avec les équipes, on est dans leur outil de travail, qui est l'hôtel et la réception ou le restaurant, et je les fais pratiquer en jeu de rôle des éléments de première impression, mise en situation. Pourquoi pas storytelling, pourquoi pas de l'upselling, pourquoi pas de la gestion des réclamations. Tout ça, c'est des sujets sur lesquels on va s'entraîner parce qu'une fois qu'ils l'ont pratiqué avec moi, c'est d'autant plus facile quand ils sont face à des clients. Ouais, très bien. Alors, tu as parlé du client qui est pas content et du coup qui va avoir des réclamations. Ça, je pense, c'est un sujet intéressant pour les auditeurs. C'est comment tu gères, alors nous on appelle ça des objections. Oui. Comment tu gères de la meilleure des manières les réclamations des gens dans ton domaine, et peut-être qu'on va pouvoir s'inspirer un peu de vos pratiques. Oui. Alors, déjà peut-être casser un mythe que dans l'hôtellerie de luxe notamment, il y a beaucoup de réclamations. Il y a beaucoup de plaintes clients. C'est pas parce que le niveau de service est plus élevé, et il l'est, que pour autant il n'y a pas de réclamation. Au contraire. Parce qu'on est face à un niveau de clientèle qui est plus exigeant. Beaucoup plus exigeant. Et quand tu payes 500, 1000 euros ou 5000 euros ta nuit, tu peux te permettre d'être très exigeant sur des détails, là où tu ne le serais peut-être pas à l'hôtel de la gare 2 étoiles que tu payes 95 euros. Donc ça, c'est finalement assez légitime, mais au-delà de ça, comment est-ce qu'on doit traiter une réclamation, peu importe quelle qu'elle soit, entre guillemets, peu importe qu'on soit dans l'hôtel de la gare ou dans un palace, c'est d'abord la traiter avec autant d'authenticité que possible, de disponibilité. C'est-à-dire que moi, quand j'ai un client qui vient me voir et qui a une tension, une réclamation, j'essaye de m'enlever le masque de juge. Je ne suis pas là pour juger. Est-ce qu'il a tort ou raison ? Et ça, c'est quelque chose que je targue, enfin vraiment j'appuie auprès des équipes pour qu'elles enlèvent ce truc. On a tendance naturellement à dire il a tort, il a raison, c'est vrai, c'est pas vrai. Alors que quand on gère une réclamation, on s'en fiche de est-ce que la personne elle a raison ou tort. En fait, la personne elle est lésée et elle se sent lésée dans son droit, dans sa perception. Si elle vient nous voir et qu'elle est en colère, eh bien c'est parce que elle considère qu'il y a quelque chose, un dû qui ne lui a pas été offert, donné, ou qui a été mal fait. Et donc le simple fait de comprendre et d'adopter la bonne posture, donc encore une fois on est sur de l'empathie et de l'écoute active, déjà ça va permettre de ce que j'appelle neutraliser la situation, neutraliser les tensions. Et ça ensuite, ça crée une zone un peu terreau fertile sur lequel tu vas planter d'autres choses. Et pourquoi pas, si tu gères bien la situation, et là va venir d'autres outils plus techniques en fonction de la situation, mais être capable de peut-être compenser le client. Attention, une compensation, c'est pas que pécunier. Parfois, c'est juste du service supplémentaire. Parfois, et même souvent, des simples excuses suffiront, un simple suivi. Je comprends parfaitement. Votre chambre n'était pas à la hauteur de vos exigences, ou vous l'avez eu avec 1 heure de retard par rapport à l'heure légale d'arrivée. Je me mets à votre place. Ça a dû gâcher votre journée. Vous aviez des rendez-vous. Je suis terriblement navré et je partage votre frustration. Déjà, je vous prie de m'excuser au nom des équipes. J'ai fait le retour et grâce à ça, on va s'améliorer. Et je vous propose de m'installer avec vous pour boire un café et m'assurer que toute la suite du séjour soit la plus fluide possible. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je m'appelle Maxime, je suis le chef de réception et voici ma carte. Tu vois, et créer un lien, montrer que waouh, et là-dedans, au pire, je vais faire un café. Donc, on ne peut pas dire que ce soit une grande compensation, mais de montrer au client que la situation, elle me gêne peut-être presque plus moi que lui. Ouais. Et je le dis comme ça, on se dit oui, mais c'est un peu exagéré. En fait, moi, quand j'ai géré des réclamations, c'était vrai. C'est-à-dire que je me mets vraiment à leur place et j'ai vraiment cette peine-là. Alors, tu vas me dire, oui, mais en fait, il n'y a personne qui est mort. La chambre, il a attendu 1 heure, bien sûr. Mais quand on vient vivre une expérience de service, eh bien, toute proportion gardée, c'est grave. Et pour nous, c'est notre cœur de métier d'avoir des chambres et une expérience hôtelière. Eh bien, un client qui n'a pas sa chambre à l'heure, pour moi, c'est une gravité absolue. Et donc, je dois lui montrer que je prends ça très au sérieux. Ouais, donc tu as dit vraiment les termes qu'on peut appliquer dans d'autres domaines de la vente, mais l'empathie, se mettre à la place d'eux. Et c'est vrai que moi, je suis habitué aux ventes de logiciels par visio, qui est donc c'est un autre domaine complètement différent. Souvent, tu as les objections du client qui dit « Ah bah, votre logiciel ne fait pas ça, ah, votre concurrent, il fait ça, etc. » Et souvent, les commerciaux, dans ce cas-là, ils se braquent.
Alors que tu l'as dit, tu l'as très bien fait, dire oui, tout à fait, je comprends, effectivement, vous avez raison. Déjà, de dire ça, rien que ces mots-clés, ça te met en plus en empathie par rapport à ton Complètement. prospect. Et ça, souvent, ça paraît évident, mais tu regardes les visios de vente, les gens ne le font pas. Et oui. Oui, parce qu'en fait, naturellement, quand on est face à une réclamation ou juste un client réticent, ça nous met dans une posture de défense. Alors qu'au contraire, on ne doit pas être sur la défensive, on doit être dans l'accompagnement. Surtout que nous, on est dans la prestation de service. Et c'est pareil sur la vente. Ton objectif, fondamentalement, c'est dans le cas d'une vente, de faire la vente et que le client soit satisfait. Et dans le service pur, c'est que le client il passe un bon moment et qu'il vive une expérience de service. Donc pour ça, si tu te raidis, si tu te verrouilles, eh bien tu bloques tout l'échange. Alors qu'au contraire, si tu fais preuve de rondeur, et tu vois, je le fais avec mes mains et mon corps naturellement parce que je pense que le non-verbal joue énormément là-dedans. Et donc c'est d'autant plus facile quand tu es en présence que quand tu es au téléphone, évidemment. Eh bien, te mettre dans cet accompagnement dont je marche avec vous et pas contre vous, tout de suite, ça va créer ce lien où on va pouvoir ensemble débloquer la situation et trouver des solutions. Et par ailleurs, c'est assez dingue comme ça, c'est puissant parce qu'il n'y a pas plus de client plus fidèle qu'un client qui a eu une réclamation que tu as réussi à traiter. Parce que tu as créé ce lien émotionnel, tu vois, hyper fort entre lui et toi. Et parfois, moi ça m'est arrivé avec beaucoup de mes clients, ils ne veulent plus échanger qu'avec toi. Non, mais je veux parler à Maxime parce que en fait, Maxime, c'est celui qui a géré la réclamation. Donc, il ne se rappelle plus du pourquoi de début, mais ils se souviennent que toi, tu t'es occupé de particulièrement bien et donc ils veulent échanger avec toi. Ouais, je voulais te poser la question, tu m'as devancé, comment transformer un client insatisfait en un client fidèle. Et c'est vrai que ça, c'est une pratique dans la vente où finalement, avoir des gens qui ne sont pas contents et qui font des réclamations, c'est aussi une preuve de dire que les gens s'intéressent à ton produit dans notre domaine. Et si tu arrives à répondre à leurs problématiques, effectivement, tu inverses le rapport. Bien sûr. Et moi, ce que j'aime, c'est les clients qui réclament, en fait. Ouais. Parce que quand ils réclament, ils viennent me dire ce qui ne va pas et je peux m'améliorer. Ce que je déteste, c'est les clients qui quittent mon établissement sans me dire quoi que ce soit. Ouais. Parce que ceux-là, généralement, au mieux, ils me défoncent sur les réseaux sociaux avec un pseudo et c'est dur de les retrouver et de corriger, c'est déjà trop tard. Au pire, ils ne disent rien sur les réseaux. Par contre, ils en parlent à tout leur entourage et ça, c'est un impact invisible mais qui est catastrophique pour une entreprise. Donc moi, ce que je veux, c'est que quand les clients sont chez moi et qu'ils ne sont pas satisfaits, eh bien, je puisse interagir avec eux pour éteindre le feu et si possible les satisfaire. Et l'expression derrière ça, alors elle vient pas de moi, il y a un livre là-dessus, ça s'appelle « Transformer le pépin en pépite ». Et donc tu vois, tu as cette image de transformer un problème en quelque chose qui va un petit peu te ramener de l'or, c'est de l'or en barre quelque part pour toi, parce que ce client, il te fait un feedback constructif, ça te permet, un, de t'améliorer, et deux, si tu arrives lui à le satisfaire, ce sera ton meilleur ambassadeur par la suite. Oui, donc voilà, si vous nous écoutez et que vous avez en ce moment des clients insatisfaits, ne le prenez pas comme une épreuve, mais plutôt comme une chance de les transformer en partenaires. C'est clairement une opportunité. Et effectivement, les feedbacks, il vaut mieux des feedbacks négatifs que pas de feedback. Complètement. Et même que du feedback positif. En fait, le feedback positif, c'est très sympa et c'est gratifiant. Mais j'ai besoin de feedback négatif et constructif parce que ça me donne des éléments. Moi, je peux faire de l'animation managériale, aller voir les équipes. Vous voyez, hier, M. Vaquier qui est venu, il s'est plaint parce qu'en fait, il a attendu sa chambre et le petit déjeuner, il y avait du retard ce matin et le plat n'était pas chaud et le service de la couverture, on l'a oublié, etc., etc. Il avait l'intention de faire une demande de mariage auprès de son épouse, mais en fait, on ne l'a pas mis dans les bonnes conditions, donc il ne l'a pas faite. On apprend quelque chose de cette situation et donc on va pouvoir s'améliorer et peut-être corriger nos process par la suite pour le prochain Monsieur Vaquier. Ouais, hyper intéressant. Il y a un sujet, une pratique dans l'hôtellerie, la restauration qui est très intéressante mais qui n'est pas forcément faite, tu vois, c'est l'upsell. Oui. Et dans la vente, on parle beaucoup aussi d'upsell dans les logiciels, etc. Est-ce que tu peux nous donner des exemples, nous expliquer comment, dans ton domaine, vous arrivez à upseller vos ventes? Peut-être expliquer aussi qu'est-ce que c'est l'upsell pour les gens qui ne connaissent pas ce terme. Et parce que dans l'hôtellerie-restauration,
on vend quand même un produit un petit peu spécifique qui est une chambre. Ouais. Mais en réalité, on ne vend pas une chambre, on vend une nuitée, donc une expérience. Et donc, il faut commencer par comprendre ça pour savoir ce que tu peux faire en upsell. Moi, je différencie 2 types d'upsell. Il y a celui qu'on appelle donc l'upsell, où en fait, tu vends ta chambre, et l'upsell, c'est tu vends une catégorie d'au-dessus à un tarif évidemment plus élevé. Il y a quelques règles pour que ça fonctionne bien. La première, c'est que il faut que cette chambre de catégorie supérieure, ce soit une vraie valeur ajoutée. Parce que parfois, c'est pas parce qu'elle soit de valeur ajoutée pour le client. Je te donne un exemple. Je suis un homme d'affaires, je voyage seul. Tu vas me faire un upsell avec une chambre qui est juste plus grande, avec vue, c'est sympa. Mais en fait, je viens pour bosser. Moi, je pars de 8h et je reviens à 20h. Ça ne m'intéresse pas. Par contre, si tu me mets en avant que j'ai un bureau et un espace au calme où je vais pouvoir travailler, là, ça vaut le coup. Inversement, je suis en couple, j'ai envie d'impressionner mon épouse ou ma fiancée. Là, tu me mets en avant une chambre en étage élevé, plus grande, avec une belle vue. Là, tout de suite, ça devient intéressant. Et l'autre élément crucial pour un bon upsell, c'est l'avantage tarifaire. Si tu me fais un upsell en me proposant le tarif qui est affiché sur ton site web, je vais te dire, en fait, moi aujourd'hui, en 2025, si j'ai envie d'une chambre de catégorie supérieure, je suis capable de me l'acheter. Et donc, il faut qu'il y ait un avantage tarifaire. Donc, aujourd'hui, spécialement pour vous, Monsieur Vaquier, si vous le souhaitez, eh bien, j'ai une magnifique suite qui est disponible, qui est au dernier étage. Je peux vous la faire visiter. En plus, nous, on a le produit, on peut le montrer. Et je vais vous la proposer à un tarif qui est 50% plus avantageux que le meilleur prix que vous pourriez acheter sur notre site. Ouais. Et de faire ça, donc évidemment, on le comprend, c'est du chiffre d'affaires supplémentaire, mais tu vas me dire, attends, non, mais là, tu viens de vendre à 50% de moins que le prix du jour. En fait, il faut comprendre que dans un hôtel, on ne vend pas les chambres le jour même. C'est-à-dire que c'est très rare. Ouais. En fait, moi, ma chambre, si je ne l'ai pas vendue aujourd'hui, elle ne le sera pas. Donc, quand tu viens et que tu es déjà devant moi, que tu m'as déjà fait ce geste, cet effort de venir vers moi, eh bien, moi, je te dis, je te propose autre chose à 50% de moins que le tarif que tu paierais. Toi, tu perçois un vrai avantage. Et moi, c'est du chiffre d'affaires. Et je vais même te dire que c'est quasiment du bénéfice net en plus. Ouais, pourquoi ? Parce que dans un produit chambre, alors là, on est vraiment dans les insights purs hôteliers, entre une chambre et une suite, admettons, pour qu'on voit bien visuellement. La différence, évidemment, c'est la taille. Mais en termes de coût, pour moi, l'hôtelier, une chambre et une suite, ça me coûte quasiment pareil. Tu as le même nombre de draps dans une chambre que dans une suite. Les serviettes, c'est pareil. Donc oui, tu vas peut-être mettre un peu plus d'électricité et de chauffage pour une suite qui fait 70 mètres carrés face à une chambre qui en fait que 25 ou 30. Oui, tu vas peut-être mettre un peu plus de produits d'accueil. Mais franchement, le client, il va en utiliser quasiment autant dans une chambre que dans une suite. Oui, ta femme de chambre qui va nettoyer, elle va mettre 45 minutes au lieu de 30. Donc ça va te coûter 15 minutes de ménage en plus. Mais fondamentalement, par rapport à ce que tu as gagné, eh bien, la différence, le coût, il est marginal. Donc on a tout intérêt à faire de l'upsell, d'autant plus pour ces raisons. Et hyper important, voilà, de penser à ces avantages. Et là, je t'ai cité qu'une seule catégorie. Si on prend mon schéma visuel, j'ai vendu au-dessus de la chambre. Et je peux faire le deuxième type d'upsell que chez nous on appelle le cross-sell, qui est te vendre une prestation en plus de ta chambre quand tu viens consommer un produit hôtelier. Admettons, eh bien, tu n'avais pas prévu de dîner au restaurant, je vais te proposer le restaurant. Ou alors te vendre le package romantique dans lequel il y a une bouteille de champagne inclus en chambre et un soin pour deux au spa le jour de l'arrivée, par exemple. Et là, je vais te faire une vente complémentaire, toujours pareil, avec un tarif avantageux. Mais pour le client, il y a une vraie perception de il gagne quelque chose, il a un avantage à faire ça. Ok, merci beaucoup pour ces exemples. On n'a pas trop parlé de la restauration dans l'upsell. Est-ce que l'upsell dans la restauration, c'est le café gourmand ? Alors, l'upsell, ça fonctionne très bien. Le vin, par exemple. Ouais. Le client voulait une bouteille de vin, il avait présélectionné ou voulait un avis. Et bien toi, tu as justement un accord mais vin bien plus avantageux. Soit c'est plus cher à la vente et le client il le voit et peut-être que tu marges plus dessus, mais parfois c'est juste une autre bouteille sur laquelle tu as de meilleures marges. Ça peut aussi être ça. Mais si on est dans une logique d'expérience, eh bien ça va plutôt être une bouteille plus chère, mais qui raconte une autre histoire. Et ton sommelier, il est là pour la raconter, cette histoire. Justement,
ce vignoble et le vigneron, ton sommelier, il le connaît, il a travaillé avec, et en fait, il travaille le vin d'une manière un petit peu différente. Alors oui, il y a une différence de prix, mais c'est parce qu'en fait, le vigneron, eh bien, il est là pendant la pleine lune, il fait ses récoltes, puisqu'on est sur de la biodynamie, et il va te raconter l'histoire de ce terroir-là. Et ben, tu viens de faire un upsell, donc ça fonctionne très bien. Et le cross-sell, ça pourrait être complètement le café gourmand que je n'avais pas l'intention de consommer. Tu peux vendre des à côté et mis bout à bout, ça fait beaucoup de chiffre d'affaires supplémentaires. Bah écoute, merci beaucoup Maxime pour ces exemples. On arrive à peu près à plus de 45 minutes d'interview. Donc je vais passer aux questions de la fin, à moins que tu aies quelque chose à rajouter sur l'excellence de service sur ce thème. Je pense qu'en tout cas, il y a plein Tu auras de compris choses intéressantes pour les auditeurs. Si tu me lances sur ces sujets, je peux en parler pendant des heures. Mais peut-être juste sur l'excellence de service, de dire que ça se cultive. C'est que là, on a parlé de gestion des réclamations, on a parlé d'upsell, ce sont des techniques. L'excellence de service, c'est quelque chose qui se cultive vraiment au quotidien pour s'améliorer. Il faut déjà avoir cette volonté-là. Moi, j'aime bien dire que l'excellence de service, c'est une dynamique, c'est un mouvement. On n'est jamais en excellence de service. On va la chercher sans jamais réussir à complètement la toucher et on navigue entre des plus, des moins et on progresse au quotidien. Et c'est ça qui fait que on arrive à aller toucher l'excellence de service dans un établissement. Ok, très bien. Ben écoute, Maxime, il me reste 4 questions que je pose à tous les invités. On y va. On y va. Est-ce qu'il y a une chose sur laquelle tu as passé beaucoup de temps et que je devrais éviter? Alors, je parle plutôt dans ton activité professionnelle. Oui. Peut-être donc plus parler de ma vie d'entrepreneur qui ressemble, enfin, sur laquelle il y a des parallèles à faire avec le tien. Moi, j'ai beaucoup procrastiné au début. Okay. Parce que peut-être j'avais cette culture d'excellence et de perfectionnisme. Un peu, tu vois, le mieux est l'ennemi du bien. C'était jamais assez bien, et notamment sur les publications réseaux sociaux, l'écriture d'articles de blog, je pouvais mettre 15 jours à écrire un article et le reprendre 10 fois au début, ou mettre des jours à publier un post sur LinkedIn. Et ça m'a fait perdre beaucoup de temps aujourd'hui. Si j'avais activé dès le début, je pense que j'aurais atteint ce niveau de notoriété sur les réseaux sociaux beaucoup plus rapidement. Et aujourd'hui, je poste 5 fois par semaine. Parfois, il y a des posts qui sont beaucoup moins bien que les autres, mais j'accepte que ça fasse partie du processus d'amélioration continue. Et donc, plutôt faire, corriger, plutôt que d'attendre et chercher la perfection avant de se lancer. Ouais, je pense que tu n'es pas le seul dans ce cas. Je le crains. Beaucoup de gens à leur compte ou entrepreneurs, c'est un peu le sujet... trop réfléchir ou agir complètement. Et parfois les meilleurs entrepreneurs sont ceux qui réfléchissent pas. Il faut être capable de foncer. À un moment, tu vas devoir aussi te remettre en question et corriger le tir, mais en fait il y a une vraie valeur dans l'action. Ouais, exactement. Un peu dans le même sujet, est-ce qu'il y a une prise de conscience aussi là, ça c'est une prise de conscience, mais est-ce qu'il y en a une autre que tu as faite selon toi trop tard? Pas trop tard, mais je l'ai fait tard, mais ça aurait pu être beaucoup plus tard. Et c'est qu'en tant qu'entrepreneur et même solopreneur, j'ai compris tardivement que ma plus grande valeur, c'était moi-même. Okay. Et que ma plus grande ressource, c'est moi-même et mon temps. Et en fait, quand tu es dans une entreprise, et notamment un hôtel, quand tu vas te coucher, il y a des gens qui travaillent après toi et tu reprends le lendemain. Et donc moi, je me suis beaucoup usé physiquement, mentalement, j'ai beaucoup travaillé, je faisais pas beaucoup de sport, je prenais pas énormément soin de ma santé. Et j'ai compris que à ce virage entrepreneurial, qu'il fallait que je capitalise sur moi-même si je voulais durer en tant qu'entrepreneur. Donc il y a l'aspect santé, plus sport, et il y a aussi le côté développement personnel et formation, de s'instruire en fait, de continuer d'absorber de la connaissance, notamment à travers le podcast, la lecture, les rencontres, pour s'améliorer. Et je pense que la personne que je suis aujourd'hui n'a rien à voir avec celle que j'étais il y a 5 ans, et j'ai bon espoir qu'elle soit encore très différente de celle d'il y a 5 ans, et donc de capitaliser au maximum sur moi pour bénéficier, tu vois, de cette progression et de cette amélioration continue. Très bien. Il me reste 2 questions. Est-ce qu'il y a un achat de moins de 100 € qui t'a changé la vie ? Très récemment, j'ai découvert ça. Tout à l'heure, tu disais que j'étais assez féru d'outils IA et d'outils un peu tech. Moi, c'est des outils de dictée vocale. Okay. Et alors, pas du tout comme la dictée iPhone qui est pas terrible, mais des outils qui sont un peu dopés à l'IA.
Il y en a 2 qui sont très bien. Alors, il y a Better Dictation, qui coûte, je crois, 9 € à l'achat à vie. Et si tu veux 3 appareils, ça doit coûter moins de 30 €. Ok. Et moi, j'en utilise une autre qui s'appelle Super Whisper. Ah, je l'ai celle-là. Ah ouais. Ouais. Et qui est en version gratuite, ou je crois sinon c'est 8 € par mois ou 9 € par mois l'abonnement. Et alors, moi, j'appuie sur un bouton, je dicte un email, mais qui parfois, ça me prend 3 minutes de dicter, et me le reformate comme un email très propre. Et ça me permet donc, non seulement de formaliser ma pensée à l'oral, et je suis assez à l'aise avec cette manière-là, et ça me permet en plus d'être beaucoup plus rapide, puisque tu dictes beaucoup plus vite que tu écris, et donc je gagne énormément de temps et de productivité. Ouais, je l'ai installé il y a 10 jours à peu près sur l'ordi. Alors, j'ai pas encore essayé sur le téléphone. Tu Moi, l'utilises j'utilise beaucoup sur l'ordi. sur l'ordi, ouais. Sur le téléphone, en fait, je travaille moins sur le téléphone. Le Ouais. téléphone, c'est plus consultatif pour moi. Ok, parfait. Dernière question. Tu as une carte blanche pour inviter quelqu'un sur le podcast. Tu invites qui? Ah. Je vais continuer peut-être avec les podcasteurs, mais alors je pense pas lui parce qu'il est podcasteur, mais surtout parce il est très bon en vente et en prospection éthique. C'est pas doux, ça pourrait être avec une mauvaise connotation, mais je pense à Alexis Minkela, Oui. qui a le podcast Tribu Indé et l'entreprise Enfin, il a une entreprise également. En fait, pour moi, ça fait partie de ces... il va détester que je dise ça, enfin, je le connais pas personnellement, mais de ces solopreneurs, de ces indépendants un peu sous-cotés, qui récemment commencent enfin à sortir du bois et à envoyer beaucoup de contenu en ce moment sur LinkedIn. Il met des fiches techniques, t'as jamais vu ça. Allez voir ne serait-ce que sur LinkedIn, Ouais. c'est très travaillé et ça fait des années qu'il bosse un petit peu dans l'ombre. Moi, je le suivais notamment à travers le podcast. Et là, enfin, il se montre, mais je trouve qu'il est exceptionnel dans sa façon d'aborder les choses avec beaucoup d'éthique et beaucoup d'humilité aussi, je trouve, dans la façon dont il travaille, alors que pourtant, il commence à faire partie des anciens solopreneurs qui ont pris la parole sur les réseaux. Ouais, c'est vrai que sur les réseaux, dans notre domaine de l'entrepreneuriat, tu as un peu différentes ligues. Hein. Oui. T'as la Ligue des champions, c'est les entrepreneurs successful qui passent d'ailleurs à la télé et qui vont faire des posts, mais qui ont une audience incroyable. Tu vois, par exemple, les Anthony Bourbon, Bien sûr. Éric Larchevêque. Après, tu as, on va dire, la Ligue 1 où tu as des solopreneurs qui arrivent à tirer leur épingle du jeu et à être très médiatisés sur LinkedIn principalement. Donc, ça va être les Thibault Louis, tu vois, les Nina Ramen, Oui. etc. Et puis après, tu as une Ligue 2, Ligue 3, etc., où tu as d'autres personnes qui vont être très intéressantes, avoir beaucoup de valeur, mais qui ont moins d'exposition, qui vont peut-être plutôt avoir une exposition sur leur niche. Ouais. Tu vois, tu as parlé d'Alexis Minkela. Sur les solopreneurs, tu as Flavie Prévost, par Flavie exemple. Prévost, sur que les j'adore solopreneurs, avec le board. qui est passé dans le podcast. Oui. Tu as nous, par exemple. Voilà, Mais sur nos niches. alors, je suis d'accord avec toi sur le... Pourquoi pas mettre des ligues sur la visibilité. Ouais. Par contre, je ne mettrais pas le critère de succès. Oui. Parce que le succès, c'est très propre à chacun. Ouais. Moi, j'ai pas envie d'être Anthony Bourbon, par exemple. Ça Ouais. m'intéresse pas d'être déjà très clivé et clivant et de passer à la télévision comme ça. Par contre, oui, il y a une exposition, un niveau d'exposition qui est différent. Mais moi, je connais des solopreneurs qui ne cherchent pas la surexposition. Et pour autant, quand tu regardes en bas de leur bilan, on est plutôt sur du super champion. Ok, ouais, très intéressant cette séparation-là. Effectivement, c'est pas parce que tu as de l'exposition que. Et il y en a d'ailleurs, et sur LinkedIn est spécialiste là-dessus, Oui. hein, toi et moi on y est beaucoup. On a des CEO de très grandes boîtes qui gagnent plein de fric, et en fait ils sont pas du tout CEO, ils gagnent très peu d'argent, ils arrivent à peine à se payer un salaire, Ouais. mais sur LinkedIn ça fait toujours très bien de se mettre en avant. Donc voilà, différencier aussi le discours de la réalité, et le succès, voilà, c'est très propre à chacun, je pense. Exactement. Dernière chose, Maxime, pour les auditeurs qui ont écouté l'épisode jusqu'au bout, est-ce que tu as un petit cadeau pour eux qu'on pourrait mettre avec un mot-clé dans les notes du podcast, et s'ils te contactent sur LinkedIn, tu leur offres quelque chose? Bien sûr, ce qui a de la valeur pour moi, je te disais, c'est mon temps, et c'est aussi peut-être ce que je peux mettre à disposition, parce que à moins qu'il y ait des hôteliers qui aient envie que je fasse du conseil chez eux, mais c'est de me contacter, voilà, en disant qu'ils viennent de la part des héros de la vente, et prévoir un moment d'échange sur ces différents sujets. Après, évidemment, je prêche pour ma paroisse, mais peut-être aller écouter le podcast. Ouais. Ils verront qu'il y a plein de sujets, pas que hôteliers. Et dans ton audience, je pense qu'il y a plein de gens qui pourraient aimer d'autres types de contenus et un peu apprivoiser cet univers-là. Il y a plein de bonnes choses à en tirer. Donc, je les invite vraiment à faire ça.
Et après, s'ils veulent voilà, des purs cadeaux, moi j'ai notamment une bibliothèque des invités du podcast avec tous les apprentissages, les livres cités par le podcast. Et ça, ils trouveront toutes ces références chez moi. Et si tu veux, je peux te passer le lien également pour qu'ils le téléchargent chez toi. Bah écoute, avec plaisir, c'est bien, on échange les bonnes pratiques de podcasteurs. Écoute, Maxime, merci beaucoup d'être venu à Toulouse dans notre studio de podcast. Merci à toi. Donc on a enregistré un épisode pour les héros de la vente, mais on a aussi fait un épisode pour ton podcast Hospitality Insiders. Donc ce genre de cross-promo, je trouve ça excellent. Donc si vous êtes podcasteur aussi et que vous voulez faire un peu comme on a fait, n'hésitez pas. On retrouve l'épisode sur toutes les plateformes, bien sûr, sur le site leshéroesdelavente.com et abonnez-vous à la newsletter Les Chroniques de la Vente. Maxime, à bientôt. À bientôt Alexandre. Salut.